Le premier visage de l'opération fut celui du capitaine Moussa Gabor, l'officier, qui lors d'une ronde nocturne remarqua la file inhabituelle de camions glissant sans phare sur une route poussiéreuse. Son intuition, presque instinctive, déclencha l'appel d'urgence qui allait tout changer. En quelques minutes, il contacta le haut commandement, puis reçut un ordre laconique mais lourd de conséquences. Ne laissez rien passer. Sous ses yeux, les véhicules furent encerclés. Les conducteurs, pris de panique, tentèrent de fuir avant d'être neutralisés. Parmi eux, un homme tremblant, Marc Antoine Zongo, finit par avouer qu'on lui avait dit de transporter du matériel agricole. Les agents comprirent alors qu'il touchait à une machination bien plus vaste. Le capitaine fit sceller chaque camion, numérotant les caisses une à une, pendant que des drones filmaient la scène pour preuve. Lorsque les rapports atteignirent Ouagadougou, Ibrahim Traoré ordonna la sécurisation totale du périmètre. Son message fut clair. Nous ne devons rien cacher, car c'est la transparence qui nous sauvera. Cette phrase, transmise par radio, devint un mot d'ordre repris dans les casernes, les rédactions, jusque dans les marchés. Ce matin-là, le Burkina Faso découvrit que la vigilance d'un seul homme pouvait bouleverser le destin d'un pays, et que la guerre la plus décisive ne se gagne pas toujours par les armes, mais par le courage de voir avant qu'il ne soit trop tard. Tout partit de cet ordre simple, bloquer tout. En moins d'une heure, les forces spéciales burkinabées encerclèrent la zone de Canaries, près de la frontière togolaise. Les hélicoptères tournaient au-dessus des bois, les drones suivaient la colonne à l'infrarouge. Puis, à 4 heures précises, l'embuscade fut déclenchée. Les conducteurs freinèrent, certains tentèrent la fuite. Les tirs d'avertissement claquèrent dans la nuit. Un silence pesant suivit. Le premier camion fut ouvert. Sous les sacs de riz estampillés aide humanitaire, des caisses entières d'armes automatiques, de grenades, de munitions. Le deuxième contenait des roquettes et du matériel tactique. Le troisième, des explosifs militaires. Chaque ouverture confirmait l'ampleur du piège. Les communications furent immédiatement coupées. Le capitaine Gabor transmit le mot de code au palais. Le convoi est réel. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait les images en direct. Calme, il prononça une phrase qui allait résonner. Ce n'est pas un trafic, c'est une guerre qui commence. Le Conseil national de sécurité fut convoqué d'urgence. Les ministres, généraux et chefs du renseignement prirent en place autour d'une table jonchée de photos satellites et de manifestes falsifiés. Un chiffre glaça la salle. 25 000 AK-47, 10 000 M16, 13 millions de cartouches, 70 Mossidi 000 grenades, 2500 lance-roquettes, 400 missiles antiaériens, 50 tonnes d'explosifs. De quoi renverser un État. Le général Sadou murmura « Avec cela, on peut envahir un pays ». Le ministre Hussein Kororé ajouta « S'il tombait entre de mauvaises mains, nous serions déjà en guerre civile ». Traoré se leva. « Alors, empêchons-la ». Son ton ne laissait place à aucune hésitation. Un plan fut élaboré sur le champ. Verrouiller les frontières, interroger les chauffeurs, suivre les flux financiers. Dès l'aube, les premières perquisitions commencèrent à Ouagadougou. Les entrepôts suspects furent investis un à un, des stocks identiques y étaient dissimulés. Parmi les personnes arrêtées, d'anciens ministres, des officiers à la retraite, des hommes d'affaires liés à des sociétés étrangères. Tous avaient un point commun, leur hostilité publique envers le gouvernement. Le 4e jour, la tension monta d'un cran. Sous pression, un certain François Bongo, mania local, finit par craquer. Il confessa que l'opération portait un nom, Opération Démocratie, restaurée. Financement estimé, 700 millions de dollars. Objectif, déstabiliser le pays, renverser Ibrahim Traoré, installer un régime pro-occidental. La révélation provoqua une onde de choc. Les agents reliaient désormais des indices dispersés. Des réunions à Accra, des transferts bancaires depuis Abidjan, des messages cryptés venant de Paris et de Washington. Tout formait une chaîne ininterrompue. Le complot avait des ramifications internationales. Le 5e jour, la riposte prit forme. Traoré ordonna une conférence de presse nationale. Devant les caméras, il exposa les armes saisies et déclara « Nous ne livrerons pas notre pays aux marchands du chaos ». Ce jour-là, le monde découvrit la réalité nue d'un complot stoppé à la dernière minute.
Et le Burkina Faso entra dans une phase nouvelle, celle où la vigilance devint une force nationale. Les jours suivants, les chiffres commencèrent à raconter leur propre vérité. Le ministère de la Défense publia un inventaire complet de la saisie, et ce simple tableau de données frappa plus fort qu'un discours. 57 camions, plus de 120 000 armes légères, 1 milliard de dollars de financement global estimé. L'ampleur dépassait la contrebande, c'était une économie parallèle de la guerre. Chaque donnée révélait un écart vertigineux entre l'apparence et la réalité. Avant l'opération, les autorités recensaient à peine 2 à 3 flux d'armes illégales par trimestre. Après la découverte du convoi, le chiffre bondit à 27 en une seule semaine. Une multiplication par 10 révélant l'étendue du réseau. Ce delta, brutal et soudain, confirma ce que Ibrahim Traoré craignait. Le Burkina Faso n'était pas une cible isolée, mais un nœud central d'un dispositif régional. Sur les armes identifiées, 35% provenaient de dépôts libyens, 22% du Yémen, 43% étaient neuves, sorties directement d'usines européennes. Chaque pourcentage dessinait une carte invisible des intérêts croisés reliant le Sahel à la Méditerranée, puis à Bruxelles et Washington. Un officier résuma « Chaque fusil c'était une preuve comptable d'une guerre à crédit. » L'analyse des transactions met au jour 64 transferts suspects via des banques écrans du Golfe, totalisant 210 millions de dollars en 3 mois. Les montants étaient fragmentés, parfois envoyés par des ONG fictives, parfois par des sociétés minières dormantes. Le schéma était si précis qu'il ressemblait davantage à un plan d'investissement qu'à un financement de guerre. Les analystes appelèrent cela le marché noir de la déstabilisation structurée. Chaque nombre ouvrait une question morale. Comment ces flux avaient-ils échappé aux radars internationaux ? Dans les rapports confidentiels remis au palais, on nota que les institutions occidentales, pourtant si promptes à surveiller le terrorisme financier, avaient fermé les yeux. Ibrahim Traoré ordonna la transmission des preuves à l'Interpol et à l'Union africaine, insistant pour que le Burkina Faso n'agisse pas seul. L'effet fut immédiat. En moins de 48 heures, 12 pays de la région Sahel-Sahara demandèrent à consulter les données. Des diplomates arrivèrent à Ouagadougou, des analystes croisaient déjà les trajectoires des flux. Pour la première fois, la guerre invisible des chiffres s'inversait. L'Afrique se mettait à compter pour se défendre. Ce renversement symbolique fut immense. Là où les statistiques servaient autrefois à justifier des interventions étrangères, elles devinrent l'outil d'une souveraineté mesurable. Le langage des nombres, froid mais irréfutable, remplaçait le soupçon par la preuve. Et dans cette transition, le Burkina Faso prouvait que la transparence pouvait peser aussi lourd qu'une armée. À mesure que les preuves s'accumulaient, 2 visions s'affrontèrent à Ouagadougou. Certains diplomates régionaux, pragmatiques, estimaient qu'exposer publiquement les détails du complot risquait d'isoler le Burkina Faso et de fragiliser ses alliances économiques. Leur argument tenait en une phrase. La transparence a un prix, surtout quand elle dérange les puissants. Ils plaidaient pour le silence stratégique, le temps d'obtenir des garanties internationales. Mais Ibrahim Traoré, avec une conviction radicale, choisit de tout dévoiler. Pour lui, taire les faits revenait à prolonger la dépendance narrative de l'Afrique, celle où les crimes extérieurs se déguisent en aide et où les bourreaux dictent encore les récits. Le président voyait dans la publication des données une rupture méthodique. Le peuple devait savoir d'où venaient les armes, qui les avait payées et pour quelle fin. Sa conviction reposait sur un principe simple. Aucune souveraineté n'existe sans responsabilité publique. Les chiffres appuyaient sa thèse. Depuis la conférence de presse, les tentatives d'infiltration armée avaient chuté de 60% en 2 mois. Les financements suspects détectés par les banques africaines avaient diminué de 40%. La transparence, loin d'affaiblir la sécurité, l'avait consolidée. Le pari audacieux du président prouvait qu'un État pouvait être à la fois ferme et ouvert, vigilant et lisible. Ses opposants, eux, invoquaient la peur du chaos, sanctions, isolement diplomatique, représailles économiques. Mais les faits contredisaient leurs alarmes.
Le soutien populaire n'avait jamais été aussi fort. Les places publiques se remplissaient de citoyens venus applaudir les soldats et les journalistes qui avaient révélé la vérité. Dans ce choc d'arguments, la cohérence de la ligne Traoré finit par dominer. Dans un monde saturé de manipulation, la lumière n'est plus un risque, mais une arme. À midi, une seule phrase, prononcée sans émotion, fit taire la salle du conseil. 3 diplomates étrangers sont impliqués. Les visages se figèrent, les rapports confirmaient que plusieurs ressortissants, 3 Français, 2 Britanniques, un Américain et 2 Israéliens, portaient de faux passeports diplomatiques. Le choc fut immédiat. Ce n'était plus une affaire intérieure, mais un séisme géopolitique. Ibrahim Traoré, déjà averti, refusa toute négociation secrète. Il ordonna que leurs identités soient rendues publiques, malgré la pression des chancelleries occidentales. Le peuple doit savoir qui prétend protéger la démocratie tout en armant sa destruction, déclara-t-il. Les arrestations furent confirmées à la télévision nationale. Dans les rues, la stupeur se mêla à la fierté. Pour la première fois, un dirigeant africain défiait ouvertement le double langage diplomatique. Les alliés du Burkina Faso, du Mali au Niger saluèrent cette fermeté. La ligne rouge venait d'être franchie. Et cette fois, c'était l'Afrique qui la traçait. Les jours qui suivirent la révélation furent un basculement collectif. Ce qui n'était d'abord qu'un scandale devint un miroir de vérité sur tout le Sahel. Les conséquences touchèrent plusieurs sphères, chacune transformée par l'onde de choc. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme vulnérable, affirma une nouvelle posture. Les manifestations de soutien à Ibrahim Traoré réunirent des milliers de citoyens brandissant des pancartes. Nous ne sommes plus silencieux. L'armée, réorganisée autour d'une doctrine de vigilance intégrale, lança des programmes de formation civilo-militaire. La confiance entre le pouvoir et la population, jadis fragile, connut une hausse mesurable, fine 47% selon un sondage national. Les sanctions annoncées par certains partenaires occidentaux provoquèrent d'abord une chute de 8% du franc CFA local. Mais en quelques semaines, de nouveaux accords bilatéraux émergèrent avec la Russie, la Chine et la Turquie. Les importations stratégiques furent redirigées, les chaînes d'approvisionnement localisées. Ce réalignement révéla un fait inattendu. L'autonomie n'était plus un rêve, mais un calcul rationnel. La conférence de presse d'Ibrahim Traoré marqua un tournant rhétorique. Son discours, diffusé sur les chaînes panafricaines, résonna au-delà du Burkina Faso. Ce n'est pas un acte contre le monde, c'est un acte pour nous-mêmes. Le Mali et le Niger annoncèrent des initiatives similaires d'audit des flux d'armes. Dans les chancelleries, on commença à parler d'effet Traoré, une doctrine mêlant transparence et autodétermination. Au sein de l'Union africaine, la saisie du convoi fut citée comme précédent juridique. Des discussions s'ouvrirent sur la création d'une agence africaine de traçabilité des armes. Les médias internationaux, d'abord sceptiques, reconnurent l'ampleur du geste, transformer une crise en modèle d'intégrité. Les ONG locales y virent une pédagogie de la souveraineté, un apprentissage collectif de la lucidité politique. Au-delà des chiffres et des institutions, un glissement plus intime s'opéra. Les citoyens commencèrent à percevoir la souveraineté non plus comme un mot d'État, mais comme une responsabilité partagée. Et dans cette mutation, la figure d'Ibrahim Traoré devint symbole, non d'un homme fort, mais d'une conscience éveillée. La peur s'était muée en vigilance, et la vigilance en dignité durable. Si le calme se maintient, les 12 prochains mois seront décisifs pour le Burkina Faso. Les scénarios tracés par les analystes oscillent entre prudence, espoir et risque. Dans une trajectoire de stabilisation mesurée, le gouvernement d'Ibrahim Traoré parvient à consolider la sécurité intérieure sans provoquer de rupture économique majeure. Les chantiers prioritaires, formation militaire, fondeur des armes, infrastructures scolaires avancent lentement mais sans pause. Les relations diplomatiques s'équilibrent, la CEDEAO assouplit sa posture, tandis que la Russie et la Chine renforcent leur appui logistique. Le pays gagne en autonomie, mais reste sous étroite surveillance extérieure. Dans un scénario optimiste, la transparence du Burkina Faso inspire d'autres nations sahéliennes. Le Mali, le Niger, la Guinée adoptent des politiques similaires de traçabilité et de refonte sécuritaire. Une alliance de coordination régionale voit le jour, axée sur la défense commune
et la diplomatie africaine unifiée. Les investissements intra-africains augmentent de 18%. Les exportations agricoles connaissent un essor inédit. Dans cette perspective, le modèle Traoré devient un levier de fierté continentale, mais un scénario plus sombre existe aussi. Des puissances étrangères multiplient les pressions, restrictions économiques, campagnes médiatiques hostiles, opérations clandestines. Les divisions internes ressurgissent, des factions politiques instrumentalisent le discours souverainiste pour réclamer le pouvoir. La fatigue sociale, si elle n'est pas anticipée, pourrait rallumer le feu sous la cendre. Un retour à la méfiance généralisée ferait basculer le pays vers une crise prolongée. Mais au-delà des prévisions, un point demeure. Le Burkina Faso a déjà franchi la frontière symbolique entre réaction et initiative. Le choix appartient désormais à sa population. Transformer cette vigilance en culture politique durable. Comme l'a dit Ibrahim Traoré, la souveraineté ne se déclare pas, elle se prouve chaque jour. Le défi des 12 prochains mois n'est donc pas seulement de se défendre, mais d'apprendre à durer. Dans les rues de Ouagadougou, les conversations ont changé de ton. On ne parle plus seulement de peur ou de complot, mais de responsabilité partagée. Ce tournant, Ibrahim Traoré l'avait pressenti. La souveraineté, pour vivre, doit se sentir au quotidien. Pour les jeunes, ce message résonne comme un appel à l'autonomie. Les écoles militaires et techniques ouvertes après la crise accueillent déjà des milliers d'étudiants. Ils apprennent non seulement à manier des outils, mais à comprendre les rouages de l'économie, des médias, des institutions. Leur rêve n'est plus d'émigrer, mais de bâtir un futur solide chez eux. Pour les femmes, l'impact est symbolique et concret. Les marchés sont redevenus des lieux d'organisation civique. Elles collectent des fonds pour les écoles promises à partir du métal fondu, revendiquant leur rôle de gardienne du lien social. Leur voix, souvent marginalisée, devient un repère moral dans la reconstruction nationale. Pour la diaspora, le choc a été double. D'abord la stupeur, puis la fierté. Les Burkinabés de l'étranger, longtemps perçus comme simples observateurs, se sont mis à créer des fonds de soutien, des plateformes d'investissement communautaires. Les transferts financiers ont augmenté de 12% en 3 mois, signe que la confiance retrouvée dépasse les frontières. Sous la chaleur du soir, ces initiatives tissent un fil discret entre les foyers et les institutions. Elles rappellent que la stabilité d'un pays ne dépend pas seulement des armes, mais de la cohésion invisible de ses citoyens. Et dans ce murmure collectif, l'Afrique entière semble redécouvrir une vérité simple. La vigilance peut être un acte d'amour. Le Burkina Faso n'a pas seulement exposé un complot, il a bâti une méthode. Ibrahim Traoré l'a formulée en 5 étapes simples mais mesurables pour transformer la crise en gouvernance durable. D'abord, assainir la chaîne de sécurité. Toutes les unités sont désormais reliées à une base de données centralisée. Chaque mouvement d'armes ou de munitions est enregistré en temps réel, vérifié par un comité mixte armée-civile. Ensuite, institutionnaliser la transparence. Un portail public recense les contrats de défense, les dons étrangers et les dépenses stratégiques. L'objectif, réduire de 50% les zones d'opacité budgétaire d'ici 12 mois, puis réinvestir symboliquement. Le métal fondu des armes confisquées sert à construire 100 écoles, 50 dispensaires et 1000 km de canaux d'irrigation. Chaque projet est géolocalisé. Les citoyens peuvent suivre l'avancement via une application nationale. Aussi, formés à la vigilance civique. Des modules d'éducation sur la sécurité et la désinformation sont intégrés au secondaire. Les élèves apprennent à reconnaître les manipulations, à questionner sans craindre, à défendre sans violence. Enfin, mesurer le progrès autrement. L'indicateur principal n'est plus seulement le PIB, mais le taux de confiance publique. Des enquêtes trimestrielles évaluent le sentiment de souveraineté au sein des communautés rurales et urbaines. Ce plan, présenté au Conseil des ministres et diffusé en ligne, incarne un principe nouveau. La souveraineté ne se défend pas par la peur, mais par la participation. Et tant que la transparence reste une habitude collective, le pays ne pourra plus être pris par surprise. Le capitaine Moussa Gabor se tenait de nouveau sur la même route poussiéreuse où tout avait commencé. L'aube ressemblait à celle du 16 septembre, un ciel pâle, des ombres longues, le silence avant la vie, mais cette fois, la tension avait cédé la place à une sérénité étrange. Les panneaux de signalisation portaient désormais une plaque. Ici, le peuple a ouvert les yeux. Au loin,
Des camions d'école passaient sur la route restaurée. Les enfants saluaient les soldats inconscients de fouler la scène d'un drame évité. Ibrahim Traoré avait promis que chaque trace de guerre servirait à bâtir la paix. Et la promesse tenait. Les premières cloches d'école, forgées dans le métal fondu des armes, résonnaient jusque dans les collines. Le capitaine leva les yeux, écouta ce son clair. Il pensa aux nuits sans sommeil, aux visages tombés dans l'oubli, à la ligne qu'il avait refusé de franchir. Puis il sourit. Le danger avait reculé, mais la vigilance, elle, resterait. Le courage, c'est de veiller même quand le jour revient. Sous le soleil de la place de l'Indépendance, les armes fondues reposent maintenant derrière des vitres. Elles ne menacent plus, elles enseignent. Des visiteurs s'arrêtent, murmurent des histoires à leurs enfants, montrent les cloches d'école nées du métal de la peur. Ce musée à ciel ouvert n'est pas un monument de guerre, mais un manifeste de vigilance. Là, chacun lit un message que Ibrahim Traoré voulait simple. Le courage n'est pas de combattre, mais de comprendre. Chaque jour, des jeunes déposent des fleurs, des ouvriers des outils, des enseignants des livres. Ce geste collectif est devenu le nouveau langage du patriotisme tranquille. Le Burkina Faso ne parle plus de ce qu'il a subi, mais de ce qu'il a appris. Et si la paix pouvait naître ainsi, non d'une victoire, mais d'une lucidité partagée, et si ce feu qui a fondu les armes allumait maintenant des consciences? À 4 heures du matin, le 16 septembre 2025, un convoi de 57 camions fut stoppé net aux frontières du Burkina Faso. Sous les bâches marquées aide humanitaire, la patrouille découvrit un arsenal complet. Fusils, grenades, roquettes, explosifs, valeur estimée 700 millions de dollars. Alors une question glaçante surgit. Qui voulait armer le chaos sous couvert d'aide? Dans cette nuit suspendue, un homme donna l'ordre décisif, Ibrahim Traoré. Et l'Afrique s'éveilla autrement. L'affaire du convoi intercepté n'était pas un simple succès militaire. C'était une promesse silencieuse faite à tout un peuple. Ibrahim Traoré savait que la découverte de ces 57 camions ne marquait pas la fin d'une menace, mais le début d'un combat plus vaste. Prouver que le Burkina Faso pouvait protéger sa souveraineté sans plier devant personne. Car si un tel arsenal avait traversé les frontières sans être vu, combien d'autres mains, plus invisibles encore, guidaient les crises africaines? Le président jura de suivre chaque trace d'argent, chaque nom, chaque silence. Le pays venait d'ouvrir un chapitre où la vérité devenait une arme. Et, dans ce combat pour la transparence, l'enjeu dépassait le territoire. Il s'agissait de réécrire le rapport de force entre ceux qui manipulent et ceux qui résistent. Le lendemain matin, les images de la saisie commencèrent à circuler. Sur les écrans de la télévision nationale, une rangée interminable de 57 camions remplis d'armes scintillait sous le soleil de Ouagadougou, la preuve tangible que quelque chose de colossal venait d'être déjoué. Les journalistes parlaient d'une découverte sans précédent, les analystes d'un tournant stratégique pour tout le Sahel. Mais la révélation n'en restait pas là. Chaque caisse ouverte dévoilait des fusils d'assaut, des lance-roquettes, des missiles portatifs. Les numéros de série partiels, analysés par les laboratoires médico-légaux, menaient vers 3 origines distinctes. Des reliques de la guerre civile libyenne, des restes du conflit au Yémen et du matériel flambant neuf sorti d'usine. L'ensemble représentait une valeur de plus de 700 millions de dollars, de quoi alimenter une guerre régionale entière. À mesure que les enquêteurs reconstituaient le puzzle, la stupeur laissait place à une inquiétude sourde. Ce convoi n'était pas un trafic isolé. C'était une opération montée avec des relais financiers, diplomatiques et logistiques d'une ampleur inédite. Dans les couloirs du Conseil national de sécurité, Ibrahim Traoré suivait chaque rapport minute après minute, conscient qu'une telle orchestration ne pouvait venir que d'intérêts bien au-delà des frontières. Il exigea une enquête intégrale, du premier chauffeur au dernier intermédiaire, et ordonna que rien ne soit caché au public. Cette transparence soudaine, presque brutale, marqua une rupture. Le pays, habitué aux versions officielles et au silence d'État, assistait pour la première fois à une opération menée à ciel ouvert. En quelques heures, l'histoire du Burkina Faso basculait, de la peur à la lucidité, du soupçon à la preuve. Et dans ce glissement, le monde découvrait que la souveraineté africaine pouvait désormais se défendre par la vérité même.